Euh, Bon, je crois que c'est décidé, Oenheim est mon personnage préféré. Et la concurrence, hein, j'hésitais entre lui et Roy, mais non, je crois qu'à la fin, c'est lui, c'est lui. Encore que, sait-on jamais, peut-être que l'épisode final viendra mettre Roy à un niveau encore plus haut, mais j'y crois pas trop. Donc ouais, c'est la fin de Père, et enfin, plus ou moins la fin des problèmes, hein. Là, on est dans la résolution finale de tout ce qu'il y avait à faire, avec donc le conflit final contre celui qui voulait être Dieu, et le retour de Hal, enfin, avec son vrai corps, amené de façon, dira-t-on, légèrement discutable, je trouve, mais on en parlera de ça. Et bon, l'épisode 64 final après coup, ben, ce sera l'épilogue, où Winry aura peut-être un petit peu de temps d'écran, mais bon, ça s'en verra. Et ouais, donc ça va pas être si long que ça à résumer une bonne partie du truc, puisque ben, c'est le conflit contre Père. Hein, tout le monde l'a suivi à la surface, alors qu'il essayait un tout petit peu de tuer des gens avec sa magie pour se faire quelques petites pierres philosophales. Seulement, bah, très vite, il y a Oenheim et compagnie qui arrivent et disent non, fais pas ça, hein, en lui faisant un petit peu la morale, hein, avec Oenheim qui dit pourquoi tu te considères au-dessus des humains? Les humains ont créé, toi tu n'as fait que détruire, tu ne sais pas créer. Et il essaye un petit peu de jouer la rhétorique là-dessus. Ah très bien, dans ce cas je vais créer des trucs, et donc il recrée des corps à partir des âmes qui sont à l'intérieur de lui pour bien rendre le truc un petit peu flippant, un peu vite, je vous cache pas que ça aurait été plus fort sur une durée plus longue, mais c'est histoire de dire regardez je peux créer moi aussi, t'as vu, et après juste après il détruit tout, hein. Il fait un puissant rayon d'énergie qui détruit en partie le QG, et il fera jamais rien d'autre de plus puissant que ça après coup. J'ai le sentiment qu'il s'est pas mal vidé après ça, puisqu'on est vraiment dans la configuration. Et c'est peut-être le truc qui aurait pu être géré un tout petit peu mieux dans l'illustration, je trouve. On est dans la configuration où ses forces le quittent petit à petit, et il ne peut pas contenir longtemps la puissance de Dieu qu'il a en lui. Donc chaque seconde qui passe, il perd le contrôle et il perd cette espèce de grande puissance qu'il avait rapidement au début de l'épisode précédent. Donc ça, je pense que ça justifie le fait qu'il fasse une grande puissante attaque et qu'il fasse plus rien de cet Akabila après coup. Je pense que ça justifie le fait, parce que après coup, donc, on va voir un peu tout le monde dans les souterrains, tous ceux qui sont un petit peu importants, qui discutent entre eux. Alors, il faut qu'on aille se battre. Il y a Grid qui prend un peu les devants. Ok, seuls ceux qui sont en état de se battre nous suivent. Il y en a certains qui hésitent un petit peu. On prend le temps de dire qu'Olivia peut pas suivre, en appuyant un petit peu Alex, qui fera pas grand chose, mais il sera là. Roy qui fera un petit peu son truc, etc. Enfin bon, tous ceux qui peuvent participer un petit peu vont participer. Et alors que voilà, ils suivront un petit peu le mouvement, ils montreront un petit peu. On verra ben, ceux qui étaient en haut, c'est-à-dire Ed, Al, May, Izumi et Oenheim, qui auront pris le contre-coup, avec notamment Oenheim qui aura encaissé une bonne partie du choc pour empêcher Izumi et Ed de s'en prendre une, et Al qui aura sacrifié une bonne partie de son armure pour empêcher May de souffrir d'une attaque trop grave. Mais qui servira rapidement un truc plus tard, mais après coup, il va pas faire grand-chose. Donc il va y avoir les autres qui vont remonter pour lutter contre le gars, père, qui va majoritairement rester sur place à rien faire. Bien, dans ce genre de configuration, c'est vraiment très difficile de faire de la chorégraphie ultra poussée pour un combat de ce type-là. Vous avez ce mec ultra puissant sur lequel tout le monde se lâche. Et étant donné que, quand même, l'auteur, on sent qu'elle veut pas se débarrasser à tour de bras de personnages comme ça. Elle veut pas faire en sorte que des gens soient blessés comme ça, ou voire meurent dans le combat en se lançant un petit peu à corps perdu dedans. Donc, c'est une cible qui se protège, donc il y a une sorte de bouclier de protection. Les gens essayent leur attaque et ça le maintient occupé, voilà. Et bon, c'est cool à un certain degré de voir tout le monde se mettre ensemble, lutter d'un commun accord contre ce grand monstre, c'est très cool. Le fait est que, oui, en termes de chorégraphie, si je peux totalement comprendre qu'on se contente de ça, il y a quand même moyen de faire un peu plus
épatants, surtout par rapport à un grand méchant qui est censé être le grand final, quoi. Mais bon, ouais, il y a tout le monde qui fait son petit truc, Roy qui attaque à distance avec sa flamme en étant aidé par Hawkeye, je suis vos yeux, monsieur, il y a les soldats, il y a Alex, ils font leur petit truc, voilà, c'est bien, tout le monde participe, c'est cool, et au bout d'un moment, il finit par être attaqué par Grid, qui va avoir un peu son moment de consécration, puisqu'il lui aussi va crever à la fin. Qui réfléchit un petit peu à ce qu'il pourrait faire. Il voit cette puissance, il dit peut-être que je pourrais avoir ça pour contrôler le monde. Et il y a une fois de plus Ling à l'intérieur de lui, ou lui qui est à l'intérieur de Ling, hein, ils se partagent le même corps, qui lui dit est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mais pour l'instant ça va pas plus loin et il permet un peu à tout le monde de l'avoir plus directement puisqu'il peut l'approcher. Il essaye de l'attaquer, il lui rentre son poing dans le corps. Mais Père essaye de l'absorber, il essaye de faire un contre Uno en l'absorbant aussi un peu à son tour, mais ça va pas très loin. C'est une sorte de lutte d'ego à un certain degré, tandis que les autres essayent de l'attaquer. Bon, à ce moment-là, c'est bien dynamique le combat, jusqu'au moment où ça n'est trop pour Père et ça finit par éclater à l'intérieur de lui. Il peut plus contenir la puissance de Dieu et il devient un peu moins puissant. Mais au moment où ça s'est pas produit, et ça c'est un truc, j'aurais vraiment pas été contre que vous fassiez mieux, ça produit une grosse explosion qui envoie valdaguer tout le monde, et ils sont HS point d'interrogation, de façon à ce que, voilà, au pied du mur, ils se disent, il faut absolument que j'ai une pierre philosophale pour me ragaillardir, et ils voient Ed qui est cloué à une dalle, un débris de rocher, quoi, avec son automel qui a été détruit dans la rixe. Et il s'est dit, ouais, je vais te prendre ton âme pour créer ma pierre, etc. Et ok, je viendrai juste après sur le petit souci que j'ai avec ça. Il y a Hal qui voit ça et qui s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose. Seulement voilà, il est un petit peu mal en point, son corps de fer il est en partie détruit et apparemment la pierre philosophale qu'il a utilisée contre Pride avant elle marche plus. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. N'hésitez pas à me reprendre si ça se trouve lorsque Marco l'a utilisée pour qu'il se barre, elle était plus, elle marchait plus. C'est pas impossible. Enfin bref quoi. Et il demande donc à May rapidement de faire son élixirologie pour faire ça à distance, faire une transmutation qui lui permettrait de sauver son frère en faisant l'échange inverse qu'ils avaient fait il y a longtemps de ça, c'est-à-dire son âme contre son bras. Et ouais, c'était là que je vais avoir un petit problème. Donc c'est un moment super fort, il est prêt à ramener son âme dans le monde de la vérité, ce qui fait qu'il n'est plus dans notre monde à nous, pour que Ed puisse se dégager en ayant son deuxième bras et se battre. Donc un moment assez fort, il revoit son corps, ce coup-ci ils se réunissent pour de bon, alors qu'il dit à la vérité qui est devant lui dans ce monde... je sais pas exactement comment on appelle ce monde exactement depuis le début, le monde de la vérité, qu'il ait confiance, son père reviendra le chercher. Donc, Ed récupère son bras et il le castagne. J'ai deux bras, maintenant je peux me battre et... Voilà, alors, bon déjà, je peux vaguement comprendre que, à son niveau, vu que le père a perdu une bonne partie de sa puissance avec ce qui se passe, il y a même une partie des âmes qu'il avait collectées avant avec la première grosse transmutation à Xerxes qui commence à se barrer, quoi, et il a plus rien, presque plus rien. Le gars, d'accord, je veux bien comprendre, je veux bien croire que Ed puisse lui coller des pains et se battre à coups de poing face à lui. Le problème que j'ai avec ça, c'est que tout le monde fait comme si, ouais, vas-y Ed, tu vas y arriver, t'es le meilleur, c'est toi notre champion, c'est toi qui es au centre, et je me dis... Et pourquoi les autres essayent pas en fait? C'est quoi le truc? On voit énormément de gars qui assistent à ça qui, bon, sont mal en point, ils saignent un petit peu, mais ils donnent pas l'impression d'être HS. En quoi Alex aurait été moins bon que lui pour faire ça en fait? En quoi les chimères qui sont blessés mais qui semblent quand même bien se porter n'auraient pas pu faire pareil que lui à ce moment-là? Pourquoi c'est Ed qui doit être au centre pour faire ça et personne se dit ah tiens je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose à ce niveau-là? C'est un peu le truc qui fait que ça gâche un petit peu ce grand duel final, vous voyez? Waouh, Ed est au centre, il arrive à se battre contre lui, mais... Il aurait fallu mieux amener le fait qu'il n'y a plus que lui qui peut se battre. Parce que j'ai pas trop l'impression que c'est le cas, en fait.
ou alors j'ai loupé un détail, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein, parce que, wouh, je pige vraiment pas comment ça se fait que tout le monde se dise, il y a plus rien qu'on puisse faire, il y a que lui qui peut se battre. Je pige vraiment pas d'où ça sort ce truc, parce que, wouh, c'est un petit peu gros, quoi, pour moi. Donc, ouais, ça casse pas mal le côté épique voulu de ce grand dernier duel, pour moi. je suis désolé de dire ça. Tandis que, bon, on va repasser à Greed, quand même, parce que ça va pas être que Hal qui va régler la situation, enfin, que Ed qui va régler la situation. Greed voit ça, voit Ed galvaniser les foules, et il finit par se rendre compte qu'au bout du compte, son avarice l'a fait rechercher quelque chose comme ça. Pas juste la grandeur de contrôler le monde ou quoi que ce soit, mais juste des gens qui reposent sur lui avec ce genre de reconnaissance, en fait. Donc il est envieux d'Ed, et alors qu'il essaye une dernière fois de faire un coup d'éclat père, il se jette en avant pour porter le coup de grâce, alors que Père essaye une dernière fois de l'agripper pour le piquer. Et ce coup-ci, il y va à fond, contrairement à la première fois, puisqu'il se met vraiment en avant pour ça. Et donc ça a l'air de marcher, hein. Il attire Greed à lui, Greed qui accepte de laisser seul le corps de Ling, en lui gardant sa petite réparation, sa petite guérison, hein, c'est bon, il va rester guéri après coup, et dans un moment de revoir assez touchant, où j'avoue que vous avez rendu quelque chose de vraiment pas mal dans la relation entre ces deux-là, qui ont été des compagnons de route un petit peu forcés, mais qui sont vraiment compris dans les intentions et dans la perte de ne plus être ensemble à un moment donné. C'est assez joli ça. Où Greed finit par le blouser en disant d'accord, je suis avec toi, mais en fait non, je t'ai eu, c'est pour me sacrifier pour toi, dans un certain sens. C'est assez bon. Et Greed donc qui se laisse prendre pour parasiter de sa grande volonté le corps de Père pour de bon. Alors qu'il se débarrasse de lui à la toute fin, qu'il revoit un petit peu ces gens qui lui ont fait confiance, qui se sont reposés sur lui, et qu'il se rend compte qu'il n'a rien à regretter à un certain degré. C'est très joli ça, juste avant que Père lui-même succombe avec Ed qui lui porte un coup alors que son corps se désagrège, et qu'il revient à la vérité en étant emporté par les mêmes mains sombres qu'on a vues à plusieurs moments. La vérité, Dieu, qu'importe comment vous l'appelez. J'aime beaucoup la façon dont on joue sur cette perception, c'est-à-dire que c'est une entité tellement difficile à définir exactement, qu'on peut la nommer sous plusieurs facettes. J'aime beaucoup cette approche-là. Voilà, cette espèce de divinité qui, au bout du compte, n'est rattachée à aucune véritable religion spécifique. J'ai beaucoup aimé cette approche-là. Donc voilà, Dieu, la vérité, regarde donc cet homunculus premier face à lui, le voit de haut, lui fait comprendre qu'au bout du compte, il s'est perdu dans sa voie, et qu'il n'a pas essayé de vivre, mais plutôt de détruire les autres pour pouvoir aller beaucoup trop loin dans ses envies, en fait. Et donc, il essaye un peu de se justifier. En quoi était-ce mal d'avoir envie d'exister, d'aller loin, de parcourir quelque chose? Ben, c'était mal dans le fait que t'as pas su t'arrêter. C'est ça le truc. Et donc, il finit dans la porte du néant, j'ai envie de dire, quoi, où il ne pourra plus revenir. Donc un sort assez vache pour quelqu'un qui l'a mérité, hein. Donc c'est la fin du grand méchant, tandis qu'il reste le problème de Hal. Et oui, Hal, il est plus dans le monde des vivants précis, hein, il est dans le monde de la porte de la vérité, et il sait pas trop quoi faire, Ed. Il y en a qui essayent de se porter volontaire. Il y a Ling qui, grâce à Alan Fan maintenant a une pierre philosophale, donc il va pouvoir revenir dans son pays pour le diriger, on est content pour lui. Il se dit tiens, utilise-la pour sauver ton frère, étant prêt à faire un gros sacrifice pour ce que ça représente, mais Ed n'est pas prêt à accepter ça parce que ça signifie quelque chose de grave pour lui. Et il y a le père d'Ed, donc Owenheim, leur père, qui est prêt à sacrifier ce qui lui reste de vie. Ce n'est pas clairement défini, mais on l'apprend à la fin de l'épisode. Pour sauver son frère, tu peux me sacrifier pour sauver Hal. Mais
Ed n'est pas prêt à faire ça, dans un moment très joli, quoi. On voit les regrets du personnage, de ne pas avoir été là pour ses enfants et de vouloir être un père pour eux à la toute fin. Mais Ed, touché par ça, qui ne veut pas aller au fond de l'idée, parce que ce serait vraiment perdre de vue ce que représente son éthique. Et c'est quelque chose que je tiens à dire, parce que je trouve ça très bon dans le principe, parce que voilà, il aurait pu faire ça. Ça n'aurait pas changé grand-chose dans le grand ordre des choses si on regarde ça d'un point de vue technique. Il aurait sacrifié son père, qui aurait été mort genre 6 heures plus tôt, un truc comme ça, que ce qu'il aurait pu faire en restant en vie dans les 6 heures qui suivent. Et il serait revenu au même. Il n'aurait pas eu à faire cet autre sacrifice qu'on verra. Mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout ce qu'on veut que représente l'alchimie, ce qu'on veut que représente moralement le prix à payer de ce qu'on nous octroie. Et je trouve ça très intéressant parce que depuis le début, c'est un peu ce qu'on nous met en avant très vite avec cette recherche de pierre philosophale et de ce que les gens sont prêts à payer. C'est, je trouve, très bon dans cette façon de dépeindre l'éthique autour de la science, de ce que peut nous apporter la technologie, les avancées en règle générale. Et je tiens à le dire, après avoir critiqué cette bouse de Frankenweenie, qu'on a affaire là à une série, à une œuvre qui comprend le principe de la science en règle générale, à travers l'alchimie qui est une sorte de science-fiction, mais c'est la science en règle générale, en respectant ce que ça représente et en amenant le message éthique autour de concepts qui sont logiques et réfléchis. Et pas juste autour d'un concept, ah, ce serait bien de penser à moralement faire de la science parce que bla, ça va plus loin que ça, c'est vraiment réfléchi sur la durée, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Si Ed avait sacrifié son père pour ramener Hal à la vie totalement, eh bien, il aurait perdu un petit peu cette éthique que représente vraiment son code et qui représente la vraie force de la science pour lui. Et c'est beaucoup plus fort dans cette approche-là, parce que le résultat aurait été le même. Le résultat aurait été le même, mais la trace sur l'âme, sur ce qu'on ressent n'aurait pas été du tout la même. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus saisissable, beaucoup plus recherché que ce qu'a fait Frankenweenie. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite parenthèse-là, pour bien dire que j'apprécie énormément l'approche thématique autour de l'alchimie, de ce que ça représente en termes de sacrifice, et le parallèle avec la science qu'on peut faire là-dedans, que je trouve très intelligent. Voilà, je tenais à le dire. Donc, il n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là, et dans des moments très jolis, notamment avec Oenheim, un moment qui m'a tiré une larme, ça. Et donc, il finit par avoir une idée. Alors, l'espace d'un moment, je vous cache pas que j'ai eu la petite crainte que ça parte sur le coup du Genkidama. Avec, il y a pas mal de flashbacks d'anciennes répliques qui ont été dites, notamment le fait que tellement de gens sont derrière toi pour vouloir qu'elle revienne. Je me suis dit, ce qui va partir sur le côté. Alors, je suis prêt à sacrifier un micro-bout de vous. Tous ceux qui sont avec moi, regroupez-vous, donnez-moi un petit bout de votre personne pour pouvoir faire en sorte de ramener mon frère. Ce petit bout sera imperceptible pour vous, mais ce sera tellement énorme. Tout ce combiné, tout ça. Non. Il nous fait pas un Genkidama ou un truc comme ça. Non. Ça aurait été un peu trop gnangnan. Non, il part sur une considération qui est pas mal. Vraiment pas mal. Dans l'idée, j'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu plus. Je pense qu'à 2-3 moments, on justifie un petit peu que la porte qu'on ouvre représente un petit peu notre lien avec l'alchimie. Mais voilà, il finit par recréer un sort de transmutation humaine. Seulement, ce coup-ci, il ne précise pas ce qu'il sacrifie ou quoi que ce soit. Et il se rend directement devant la vérité, ou Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, pour lui dire ce qu'il est prêt à échanger. Et ce qu'il est prêt à échanger, c'est sa porte. Sa porte vers la vérité, pas la porte en règle globale, ça aurait été quelque chose d'encore plus fort. Ça, non, c'est juste sa porte envers la vérité qui lui permet donc d'avoir accès à l'alchimie. Et de fait, en faisant ça, il se coupe totalement des pouvoirs de l'alchimie. Il ne pourra plus faire de magie, entre guillemets. Et il est prêt à faire ça pour retrouver son frère. Parce que pour lui, au bout du compte, c'est pas cette capacité qui le représente, mais les amis qu'il s'est créés et tout ce qu'il a su construire. Et donc, ce ne sera pas une si grande perte pour lui de ne pas avoir ça. Alors, je pense que ça aurait été particulièrement fort
Ça, c'était bien, hein, ça passe très bien. Je pense que ça aurait été particulièrement fort si on avait vraiment appuyé cette fierté dans sa puissance de magie, vous voyez, dans sa puissance d'alchimie. Je dis magie, c'est pas de la magie, c'est de l'alchimie, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que si on avait davantage appuyé ça au fil de la série, ça aurait eu quelque chose de plus puissant, parce que tel quel, il m'a jamais vraiment donné l'impression de reposer de façon vitale sur ses pouvoirs. Il était content de les avoir, bien entendu, mais c'est pas sa grande fierté de vie qui le portait à fond, quoi. De fait, c'est un sacrifice qui se ressent un peu, mais pas très profondément d'un point de vue psychologique. Donc, ouais, c'est ce qui fait que c'est joli, mais sans plus, ça aurait pu être un peu plus que ça. Mais bon, c'est moi qui cherche la petite bête juste pour dire pourquoi ça ne me touche pas aussi fort que ça le pourrait, une fois de plus. Hein. C'est pas une seule seconde que c'est mauvais. Et grâce à ça, donc, il parvient à contenter la vérité, qui lui dit tu m'as eu. Belle façon de m'avoir, là. Tu peux repartir avec ce que tu veux. Et bien entendu, il repart avec le corps et l'âme de son frère, qui revient enfin totalement et qui a besoin de bouffer. S'il vous plaît, faites-le bouffer très vite. Hein. Ils sont hospitalisés, lui et Ed, après ça, mais faites-le bouffer, Al, parce que là, vraiment, il fait peur, vraiment. Donc, ouais. On est content, c'est des retrouvailles un peu vite, mais bon, j'imagine qu'on prendra plus de temps là-dessus dans l'épisode final, tandis qu'on commence à faire quelques micro-débuts d'épilogue. Micro-débuts, pas des masses. Déjà, on montre Ed ramener Pride à sa mère adoptive, histoire de dire qu'il y aura peut-être moyen de forger quelque chose à partir de ça, on sait pas trop. Sa mère serait prête à accepter ça ou pas? Est-ce qu'on va se pencher là-dessus là, par la suite? Je serais pas contre parce que vraiment ça doit faire quelque chose pour cette pauvre dame, hein, d'apprendre que son fils adoptif était un homme Oculus depuis le début et que voilà ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'on va en faire avec ça? J'aurais pas été contre qu'on passe plus de temps, c'est sur la fin de Pride une fois de plus. Je vous jure, cette voix, je suis vraiment pas contre dans l'absolu, mais il y a beaucoup de trucs qui auraient mérité d'être davantage développés pour que ça ait quelque chose de plus impactant dans cette résolution, quoi. Et malgré tout ce que je dis, je trouve qu'il y a encore des moments qui vont un peu trop vite dans cette narration, même à la fin. C'est dommage, ça. Tandis que, oui, la radio, je dis bien la radio, donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes, dit que donc l'insurrection de cette armée étrange a été défaite par Roy et Bradley. Donc on rejoue la carte de Bradley était de notre côté, mais Bradley n'a pas survécu, Selim non plus, hein, parce que bon, on va pas justifier qu'il est devenu une espèce de micro-embryon non plus. Et donc, voilà, on dit une semi-vérité. On dit qu'il y a des généraux qui ont voulu faire un sort qui aurait aspiré la vie de tout le monde dans le pays. Et on ne dit pas que Bradley en faisait partie. Donc on dit la semi-vérité là-dessus pour que ça passe bien. Et donc ça semble indiquer que Roy prendrait la tête du pays. Bon, en étant grandement aidé par Hawkeye parce qu'il est toujours aveugle, là, je précise. Ok. Est-ce qu'Olivia est d'accord avec ça? Je suis sûr qu'on aura des explications là-dessus, plus de détails là-dessus, dans l'épilogue qui va venir juste après. Mais je suis un peu curieux, un peu curieux sur comment ils vont gérer ça. Donc ouais, il y a ça qui se fait, et on va terminer donc ce double épisode par Owenheim qui a atteint un peu la paix, dans un sens. Donc j'imagine que le fait que son équivalent lié par le sang soit mort doit l'affecter aussi, le fait qu'il a dû sacrifier, enfin planter énormément d'âmes qui étaient à l'intérieur de lui pour lancer son contre-sort, le fait de beaucoup de trucs en fait, tout ce qu'il a enduré a dû être un peu la fin, et maintenant il ne reste plus beaucoup de temps. Et il commence à se désagréger petit à petit, et en étant très content et fier de voir ce qu'Ed et Al ont accompli aux yeux de tous, il repart voir la tombe de sa compagne en lui parlant une dernière fois avant de se désagréger et de dire qu'il regrette un peu de ne pas vivre plus longtemps parce qu'il aurait peut-être pas été contre passer un peu de temps avec ses enfants. Et c'est là qu'il meurt, pour de bon, avec sa vieille copine qui vient le voir en disant « Ah, t'es parti avant moi. » Et « Ah aussi, ça m'a tiré une larme. Je vous cache pas, ça m'a tiré une larme. » Voilà, quand on se centre vraiment, quand on se penche sur l'histoire du personnage, ce qu'il a enduré et les regrets qu'il affiche à la fin, je trouve très touchant.
Orenheim, mon personnage préféré. Donc, très bon double épisode de résolution finale. J'ai beaucoup aimé pas mal de développement et s'il y a certaines mises en scène que j'aurais pas été contre, voire un peu mieux faites, notamment oui, le côté il y a que Ed qui peut se battre contre Père à la fin, j'ai trouvé ça un peu gros. J'aurais pas été contre que ça soit mieux fait, j'étais très satisfait de ça. Il reste donc plus qu'à voir l'épilogue où Winry va enfin, je l'espère, avoir un petit peu de rôle parce qu'elle sert à rien depuis une bonne vingtaine d'épisodes, un truc comme ça maintenant. Donc, attendons de voir, ce serait cool de voir quand elle aura au moins quelque chose à dire là-dessus et que on partira donc sur cette fin des personnages, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après? Et, étant donné que je me suis un petit peu renseigné, l'épisode final, le 64, résumera vraiment juste une fin de chapitre, c'est-à-dire pas un seul chapitre, une fin de chapitre. Je pense qu'ils vont prendre le temps de vraiment poser pas mal de choses. C'est tout ce que j'espère, un bon épilogue qui prend son temps et qui sera très doux à suivre. C'est tout ce que j'espère et j'ai de grandes attentes pour ça. En tout cas, ouais, pour ce 64e et dernier épisode de la série, je vous donne rendez-vous donc jeudi qui arrive, à 20 h en live, pour en parler tous ensemble. Je pense que ça devrait être relativement court par rapport à d'habitude. Tu sais, je dis ça à chaque fois, je suis surpris en mal. C'est pas possible que ce soit le cas ici. C'était comme pour Castlevania, je me dis, ah ouais, l'épilogue va être cool, je vais pas avoir beaucoup de mauvaises choses à dire, ça devrait aller assez vite et... En fait, donc, j'ose espérer que non, hein. On verra bien pour ce final de la série. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi pour un live. Merci de suivre. Bye.